Ravi de vous accueillir dans cette salle qui n'est pas d'un grand confort, pour des raisons absolument indépendantes de notre volonté, qui tiennent au lifting que subit la façade, à la retransmission qui nous oblige à obscurcir la pièce. Mais je suis sûre que tout se passera très bien. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être venu ce matin au Sénat pour cet échange, donc dans le cadre d'une table ronde sur un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est extrêmement important. Et il est important pour deux choses, puisqu'on est dans cette transition écologique où la question des énergies est une question qui devient structurelle. Et enfin, nous le savons, et dans le projet de loi de finances, nous avons tenté au Sénat, en tout cas, d'intervenir pour essayer d'adoucir l'inflation qui est subie par les collectivités territoriales, par la hausse du coût de l'énergie, qui est un vrai sujet. Donc on sait que la fin de l'année 2021, avec ce contexte que j'évoquais, et le début de la guerre en Ukraine, il y a eu un impact très important, puisqu'il était chiffré à 15 milliards sur les collectivités en année pleine. Donc nous avons en 2022 engagé ce travail sur les coûts de l'énergie, l'incidence sur les collectivités territoriales, alors que même s'il y a eu des mesures qui ont été mises en place sur le filet de sécurité, etc., sur lesquelles on expliquera sans doute, nous avions un certain nombre de réserves, des dispositions que les collectivités ont prises pour diminuer leurs dépenses en énergie. Il se trouve que nous étions tout à fait conscients de l'impact de hausse subi, incontournable et brutal, qui n'est pu être anticipé pour les collectivités. Donc nous avons matérialisé cet engagement au travers d'un rapport qui a été publié le 27 juillet 2022, donc avant même que nous parlions du projet de loi de finances, ce rapport qui s'appelait « Les collectivités territoriales face à la hausse du coût de l'énergie ». Il s'agissait de sensibiliser, on va dire, l'ensemble des parlementaires, mais aussi le Parlement, à l'incidence qui allait devoir être supportée sur le budget 2022 et notamment 2023. Nous avons également réalisé une consultation auprès des élus locaux, de concert avec la Commission des finances, pour éclairer ce débat en loi de finances. Il y a un peu plus de 1200 élus qui ont participé et qui nous ont à la fois parlé de leurs inquiétudes et surtout des dispositions qu'ils allaient prendre pour essayer d'atténuer le choc, puisque nous savons que les élus locaux sont plutôt inventeurs de solutions que source de problèmes, et qu'ils essaient à chaque fois d'avoir des réponses intelligentes, entre guillemets, y compris aux hausses qui s'imposent brutalement et sans avoir été choisies. Donc 6 mesures ont été mises en place. On a vu une diminution de la part d'assises sur l'électricité, un bouclier tarifaire, un amortisseur électricité, un filet de sécurité, une charte avec les fournisseurs et un prix de référent. Nous mesurons en 2023 l'effet sur les collectivités de ces dispositifs, parce que nous savons que l'aide apportée par des mesures gouvernementales ou législatives est lié au résultat du compte administratif qui est connu à peu près en ce moment. Nous verrons l'impact réel de ces dispositions. Et puis, nous avons souhaité élargir le champ d'investigation aux autres approvisionnements des collectivités, puisque la fonction de la délégation est d'essayer de recueillir les bonnes pratiques, les pistes d'évolution que vous choisissez les uns et les autres pour les diffuser, et parfois, quand nous pouvons, ou quand c'est nécessaire, surtout les utiliser pour les intégrer dans des dispositifs législatifs. Donc je suis très heureuse d'accueillir Madame Recrosio, qui est directrice du marché d'affaires à la direction commerce d'électricité de France, donc EDF, Monsieur Jossa, qui est président de l'Union des groupements d'achat publics, et on a vu comment les groupements d'achat devenaient assez déterminants pour essayer de pallier la hausse de l'énergie, et Monsieur Léon Berger, qui est maire de Saverne, et Monsieur Philippe Pondouras, qui est président du syndicat national de la restauration collective, parce que nous savons aussi
l'impact de ce volet énergie sur la restauration collective, impact auquel il faut rajouter celui de la hausse des matières premières alimentaires et de l'inflation. Donc chacun avec votre point de vue, et c'est l'intérêt de votre diversité, si je puis dire, vous nous ferez part de la manière dont vos collectivités approchent les choses dans ce contexte inflationniste que nous connaissons. Et puis surtout, nous sommes déjà, si je puis dire, non seulement en analyse de ce qu'on a pu et en évaluation de ce que les collectivités ou leurs groupements ont pu subir depuis 2022, mais nous allons entrer dans la période de préparation budgétaire. Nous avons ici quelques collègues des commissions des finances qui seront assez attentifs à ce que vous direz, parce qu'il y aura sans doute des dispositifs mis en place dans la loi de finances 2023 à faire évoluer. Je ne serai pas plus longue, sachant que nous disposons du temps que nous souhaitons, mais jusqu'à 10 heures. Voilà, parce que nous avons un bateau à prendre. Ce qui paraît curieux, mais pas ici, mais à Brest, n'est-ce pas? Parce que nous partons à Ouessant. Voilà, je voyais l'étonnement de tout le monde. Je ne serai pas... Merci. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci pour votre invitation à cette audition qui me donne l'occasion de m'exprimer sur ces sujets importants, je le sais, pour les collectivités. Alors, comme vous l'avez indiqué, je ne vais pas m'appesantir, vous en avez déjà parlé, nous avons connu une tendance haussière des prix de l'énergie, des prix du gaz qui a entraîné à sa suite une hausse des prix de l'électricité, puisque vous savez, le gaz est le sous-jacent le plus important des prix de l'électricité sur les marchés de gros. En réalité, cette hausse, elle a commencé en 2021 de manière beaucoup moins importante qu'en 2022, mais elle a commencé en 2021 avec la reprise économique post-Covid. Et puis, elle s'est accentuée en 2022 avec, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, ceci a induit des hausses très importantes, comme on le sait, sur en fait ce qu'on appelle le forward, c'est-à-dire le prix à terme vu en 2022 pour 2023. Et donc, cela a impacté fortement les factures, les prix des consommateurs, donc collectivités et entreprises, pour ce qui concerne mon marché, donc pour 2023. Alors, pour ceux qui ont contractualisé, effectivement, dans la période, j'allais dire, au pire moment, c'est-à-dire au second semestre 2023. Ceux qui avaient pris position ou contractualisé auparavant, évidemment, ont eu moins d'effets sur leur facture 2023. Alors, suite à cela, les pouvoirs publics ont mis en place les mesures dont vous avez parlé, Madame la Présidente. Donc, si vous avez des questions précises, j'y reviendrai ensuite, bien sûr. Je ne vais pas les détailler là, mais en effet, vous avez le bouclier tarifaire, le bouclier électricité, le suramortisseur pour les TPE et acteurs publics assimilés à des TPE, et puis l'amortisseur pour toutes les collectivités. Ces mesures, ces aides passent par la facture des fournisseurs, en effet, et puis le filet de sécurité qui s'additionne, qui est direct entre l'État et les collectivités, où là, nous, les fournisseurs, on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Alors, peut-être 2 mots sur la façon dont nous avons accompagné nos clients collectivités, comme entreprises d'ailleurs. De temps en temps, je dirais entreprises, parce que je sais que les territoires sont très attentifs aux entreprises qui se situent sur leur territoire. Donc, nous avons accompagné nos clients, en particulier collectivités, dans cette période, par trois grandes actions. Au niveau des aides. Donc le premier ensemble d'actions, c'était une phase des actions d'explication. Parce que évidemment, ce dispositif, il est très, très utile, bien évidemment, mais quand même assez complexe. Donc, du coup, il a fallu effectivement pas mal expliquer. Et donc, les équipes dans les régions, vous savez qu'on est situé sur l'ensemble du territoire, et c'est d'ailleurs un point extrêmement important pour nous que d'être en proximité de nos clients sur l'ensemble du territoire, ont participé à énormément de réunions, plusieurs dizaines, voire même plus de 100 réunions organisées par les préfets, souvent, auxquelles beaucoup de collectivités étaient présents d'ailleurs. Et donc, pour expliquer les mesures
mesure. Nous avons mis en place une ligne dédiée sur nos plateaux relations clients. Nous avons mis en place une page web dédiée sur notre site et également une calculette qui est toujours à l'œuvre d'ailleurs sur notre site pour simuler les aides. Donc, deuxième ensemble d'actions, il a fallu recueillir les attestations d'éligibilité. Parce que, comme vous le savez, il fallait attester, les clients, les consommateurs devaient attester sur l'honneur qu'ils faisaient partie de telle ou telle catégorie pour avoir droit aux différentes aides que j'ai citées précédemment. Donc ça a été un programme relationnel auprès de plus de 400 000 clients pour recueillir les attestations, les traiter si possible automatiquement et pour prononcer leur conformité et pouvoir appliquer les aides. Ça a été un gros travail. Et puis, troisième action, évidemment très importante, ça a été de faire évoluer le système d'information et la facturière pour pouvoir inclure les aides dans les factures. Alors, ça a l'air de rien comme ça, hein. Vous dites, bon, finalement, c'est une ligne avec un signe moins dans la facture. Ouais, sauf que c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut modifier le système d'information, il faut faire les calculs, il y a des cas, les cas sont très différents les uns des autres. Bon, bref, un ensemble de travaux réalisés dans un temps extrêmement contraint. Et donc maintenant, nous sommes dans la phase où effectivement les factures sortent avec les aides. Alors ça a été la phase de mise en œuvre. Et puis maintenant, si on se projette un petit peu dans l'avenir, alors vous avez parlé de la suite. Hein, nous ne savons pas ce que deviendront éventuellement ces aides en 24 ou en 25. Ce qu'a indiqué le gouvernement, c'est que le bouclier tarifaire serait prolongé jusqu'à début 2025. Mais pour les autres aides, nous ne le savons pas. Nous verrons. S'agissant des prix, comme vous le savez, enfin, vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous n'avons pas de boule de cristal et que nous ne pouvons pas indiquer comment les prix de marché vont évoluer, bien évidemment. Aujourd'hui, l'horizon coté, il est à 3 ans, donc on sait que les prix ont commencé à baisser. Si on se projette sur 24, 25, 26, le forward donc, de l'électricité sur 24, aujourd'hui, il navigue autour de 150 € du mégawattheure à peu près. Alors, il est encore assez volatile. Hein. Il était à 120, parfois il monte à 160, disons autour de 150. 2025, on est autour de 120 et 2026 autour de 100. Mais au-delà de ça, on ne peut pas dire grand-chose. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a, comme vous le savez, un travail au niveau de l'Union européenne sur ce qu'on appelle le market design, c'est-à-dire l'évolution de la façon dont le marché va fonctionner. Ce travail au niveau de l'Union européenne, qui doit normalement se terminer cette année, si j'ai bien compris, a 2 grands objectifs auxquels EDF ne peut que souscrire. Le premier objectif, c'est d'apporter de la visibilité et de la stabilité, surtout aux consommateurs. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne soient pas violemment impactés par les fluctuations telles qu'on a connues sur les marchés de gros. Alors, EDF, en tant que commercialisateur, évidemment, est favorable à cet objectif. Second objectif de l'Union européenne, c'est de donner de la visibilité aux producteurs, hein, quels qu'ils soient, renouvelables, nucléaires, etc., pour investir dans l'avenir, dans la transition énergétique. Et évidemment, EDF, en tant que producteur, cette fois-ci, ne peut que souscrire à cet objectif. Bien évidemment, nous avons besoin d'investir et donc nous avons besoin de visibilité. Alors, au-delà de ça, on ne sait pas très bien encore quel mécanisme sera mis en place, puisque de plus, en France, vous le savez, fin 2025, l'ARENH se termine. Et donc, nous verrons quel dispositif sera mis en place. Aujourd'hui, on ne sait pas. Nous suivons effectivement ces travaux. Je terminerai mon propos liminaire par un point qui est extrêmement important selon nous, c'est tout ce qui est sobriété et efficacité énergétique. Alors c'est un sujet qu'on pratique depuis fort longtemps, que les collectivités pratiquent depuis longtemps, les entreprises aussi, bien sûr, hein, ce n'est pas nouveau, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une découverte, mais dans une période où le prix de l'électricité est très élevé, où les factures sont élevées, même si elles ont été amorties par les aides, hein, bien évidemment, mais enfin, quand même, ça reste assez élevé. Et puis, de toute façon, c'est vertueux d'un point de vue décarbonation, notamment. Eh bien, ça devient encore plus important parce que le temps de retour sur investissement des travaux d'efficacité énergétique se réduit considérablement dans cette période.
Alors là, évidemment, nous accompagnons tous nos clients et notamment les collectivités dans cette démarche. Et c'est vraiment un point extrêmement important. Alors je vais juste citer pour terminer 2-3 éléments. D'abord des outils de compréhension de la consommation, parce qu'on ne peut agir que si on comprend sa consommation. Donc on visualise ses consommations et on analyse comment on consomme, comment nos clients consomment pour ensuite agir au bon endroit. Un accompagnement au travers des certificats d'économie d'énergie, ça c'est extrêmement important parce qu'effectivement cela permet d'aider à l'investissement. Nous produisons directement des certificats d'économie d'énergie auprès de nos clients ou de nos partenaires, et puis nous cofinançons un certain nombre de grands programmes, je pense à Acté par exemple, qui favorisent la rénovation des bâtiments et qui permettent de produire des C2E. Donc ce sont des programmes importants auprès des collectivités et des territoires. Et puis nous avons toutes nos filiales qui effectivement accompagnent donc les clients dans leurs actions, comme par exemple Dalkia pour les contrats de performance énergétique, ou bien dans la région Est, Électricité de Strasbourg avec sa filiale de services énergétiques. Nous avons également, je voudrais souligner pour terminer, le renouvelable avec EDF ENR qui propose des solutions d'autoconsommation. Pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, disposer d'une solution d'autoconsommation de photovoltaïque sur ses toitures ou ses ombrières de parking, voire sur le sol, ça ne fait pas consommer moins, bien sûr. En revanche, cela permet de consommer une partie de sa consommation, de la produire soi-même et de la consommer localement, la produire et la consommer localement. Donc, au niveau prix, c'est très intéressant parce que cela donne une visibilité sur le prix dans la durée, sur cette portion-là de consommation. Donc, même au niveau du prix, c'est intéressant. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et donc, notre filiale EDF ENR accompagne les clients en ce sens également. Voilà, donc un volet extrêmement important dans cette période de prix élevés, me semble-t-il. Madame, je vais peut-être passer la parole à Monsieur Jossa. Donc, vous représentez l'UGAP j'allais dire en quelque sorte, non, ces deux mots étaient de trop. Et vous allez nous parler des groupements d'achat qui ont attiré particulièrement notre attention au moment de cette hausse du coût de l'énergie. Bien, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Bien évidemment, notamment au vu de mon expérience professionnelle passée, j'ai parfaitement conscience du choc que ça a été pour les collectivités territoriales sur leur budget de fonctionnement, mais aussi de manière induite sur leur budget d'investissement, de voir le coût de l'énergie perturber de manière aussi importante leur programmation et leur exécution budgétaire. Voilà, alors... Comme je ne vais pas revenir sur les causes de ces hausses de l'énergie, ma collègue en parlerait certainement bien mieux que moi, mais simplement insister sur une des caractéristiques du marché de l'énergie, c'est que c'est un des marchés, c'est une activité de marché et c'est une activité où c'est unique, l'offre doit s'adapter mais instantanément à la demande, c'est et à la seconde près. Voilà, donc c'est une des particularités de cette activité de marché, ce qui fait d'ailleurs que le marché de l'énergie, est forcément, et partout dans le monde, une activité de marché, même s'il y a une marge de manœuvre pour ceux qui produisent eux-mêmes leur énergie. Et d'autre part, c'est un marché où les prix s'ajustent au coût marginal, c'est-à-dire au coût de l'énergie la plus coûteuse qu'on est obligé de mettre en production. Tout simplement parce que quand vous décidez d'activer une centrale thermique, eh bien, le prix, c'est celui qui permet de couvrir le coût de la centrale thermique. C'est bien pour ça que les prix du gaz rétroagissent sur les prix de l'électricité. Et comme c'est un marché qui se régule instantanément, eh bien, et que l'offre n'a aucun moyen de maîtriser la demande, eh bien, ça peut provoquer, en cas de circonstances exceptionnelles, une très forte volatilité des prix. Et toute la difficulté du sujet qu'on a à traiter, c'est
d'adapter à les collectivités locales, mais aussi d'autres consommateurs qui recherchent la stabilité, quelque chose qui est intrinsèquement et structurellement volatile. Voilà. Et la difficulté, évidemment, je ne reviendrai pas sur les phénomènes exceptionnels, la conjonction de la croissance, de la guerre en Ukraine, des difficultés des centrales nucléaires qui ont fait que tout ça arrive au même moment. Ça a provoqué ces chocs considérables que nous connaissons tous. Voilà. Puisque vous m'avez demandé d'insister sur le rôle des commercialisateurs, que sont les centrales d'achat, je pense qu'il faut venir sur une des caractéristiques du marché de l'énergie, qui est qu'il y a deux éléments dans le prix qui est payé par le client final. Il y a le coût, je dirais, brut de l'énergie, et deuxièmement, il y a la rémunération de l'intermédiation. Voilà, donc s'agissant du coût brut de l'énergie, comme vous le savez, c'est un marché dans lequel il y a généralement les achats se font 1 an ou 2 ans à l'avance, et puis l'ajustement. Il y a forcément de l'ajustement puisqu'il faut régler, comme je l'ai dit, la consommation au jour le jour se fait sur le marché qu'on appelle le marché spot, et effectivement tous ces marchés, comme les marchés financiers, se régulent en fonction de l'offre et de la demande, de l'anticipation de ce qu'on va être les coûts futurs. Voilà. Donc ça, c'est une des structures de ce domaine. Et ceci influe donc sur le coût de l'énergie. Donc quand vous évaluez, donc il y a un élément qui est très important, dont il faut prendre compte, comme l'essentiel des achats se font en achat à terme, quand vous évaluez la performance d'un fournisseur, il faut avoir conscience qu'une partie du sujet est liée au moment où lui-même est allé sur le marché. Donc, vous pouvez dire, tiens, pourquoi un tel est plus cher qu'un autre? Ça dépend aussi du moment où lui-même est allé sur le marché. Donc, s'il est allé plus tôt, en ce moment, c'était plutôt mieux, mais en période baissière, ça va être différent. Donc, il faut faire attention à ne pas juger complètement les intermédiaires sur les prix qu'ils sont en mesure de vous proposer, parce que ça dépend, encore une fois, de leur stratégie d'achat, qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, qui peut être spéculative, et quand on spécule, on peut gagner, on peut perdre. D'ailleurs, un certain nombre de fournisseurs intermédiaires ont cruellement perdu. Il y en a un ou deux qui sont sortis du marché à cause de ça. Et on en sait quelque chose à l'UGAP, parce qu'on était, notamment, on avait travaillé avec un fournisseur alternatif qui a fait faillite. Voilà, donc en général, l'objectif c'est quand même de limiter la spéculation, comme dans ce domaine comme dans d'autres, c'est-à-dire que l'acheteur se couvre en achetant à terme, justement, de manière à éviter les risques. Et un des sujets que nous, on a et qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une plus grande sécurité, une plus grande surveillance, notamment des fournisseurs alternatifs, parce qu'on a vu quelques excès dans ce domaine qui ont fini par coûter cher. Voilà. De la même manière, il ne faut pas penser que forcément, si vous achetez dans l'achat, en plus dans la structure d'achat, vous pouvez, quand vous allez sur le marché, tout acheter. Quand vous passez des commandes publiques, vous pouvez vous-même, si on superpose la commande publique au marché de l'électricité, vous partez en commande publique en achetant à un prix. Et là aussi, vous pouvez soit tout acheter d'un coup en exigeant un prix fixe, soit vous pouvez avoir des dispositifs qui vous permettent de mettre en concurrence les opérateurs sur leur marge et leur demander d'aller au marché à certains moments de manière à lisser un peu le risque. C'est ce qu'on appelle la stratégie multiclic, hein, pour les spécialistes du sujet. Il faut avoir confiance que si l'acheteur exige d'aller à coût fixe d'un coup sur la totalité de la période, ça donne beaucoup de visibilité, mais il y a aussi un côté spéculatif. Parce que si vous faites ça, vous pensez que vous avez un bon prix au moment où vous achetez, mais si les prix baissent, ben vous serez mauvais. Donc nous, notre stratégie de ce point de vue-là, c'est de lisser les achats. Et donc on a une stratégie multiclic qui fait que lorsqu'on achète pour l'année prochaine, on demande à l'opérateur d'opérer en 10 fois des moments qu'on indique, avec lorsqu'on dépasse ou on baisse un certain nombre de seuils à la hausse ou à la baisse, de manière à lisser un peu le risque. Donc ça peut dire qu'à certains moments, le prix de l'énergie que nous vendons peut être soit meilleur, soit moins bon, mais en fait, on essaye quand même de suivre la réalité du marché en lissant un peu le risque pour les entités clientes. Et le dernier point, voilà. Donc c'est un peu cette stratégie, en tout cas prudentielle, que nous, on essaye d'avoir à l'UGAP de manière à maîtriser ses coûts.
Le deuxième composant du coût, c'est la rémunération du fournisseur. Alors là, il y a un point qu'il faut avoir en conscience sur la compétitivité des intermédiaires. Il y a 3 éléments qui sont décisifs. L'opérateur, il doit couvrir son risque, hein. Et donc, il y a 3 éléments qui sont importants. C'est d'avoir une courbe de consommation la plus plate possible, parce que, comme vous savez, le coût de la consommation est très variable. Donc, si vous arrivez sur le marché avec une courbe de consommation, avec une certitude que vous avez des clients qui ont une courbe de consommation plate, c'est quelque chose qui vous permet d'obtenir un meilleur prix. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un portefeuille de clients qui ne consomment pas tous au même moment. Et donc, il est intéressant d'avoir dans un portefeuille de clients des clients contracycliques. Par exemple, des syndicats hydrauliques ou des gens qui consomment beaucoup d'énergie l'été pour contrebalancer ceux qui consomment beaucoup l'hiver. Ça, c'est le sujet d'avoir une courbe plate. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir attribuer, ça c'est spécifique à la commande publique, le plus rapidement possible, parce que quand votre fournisseur s'engage auprès de vous, il va chercher son électricité sur le marché, et c'est un marché extrêmement volatile, et même la période entre le moment où il soumissionne et le moment où le marché est attribué, il y a un risque. Et donc nous avons, par exemple, réduit la durée d'attribution au strict minimum. On vise 1 heure entre le moment où on met sur le marché et 1 ou 2 heures. Et donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai totalement délégué la signature des marchés dans ce domaine à la personne qui attribue, de manière à pouvoir faire ça en instantané. C'est important pour limiter le risque sur un marché qui fluctue même au sein de la journée. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est d'avoir une courbe la plus fiable possible. Parce que plus la courbe est fiable, moins les gens ont besoin d'aller sur le marché spot et de couvrir des risques. On a vu un fournisseur alternatif qui était en difficulté simplement. Il s'était correctement couvert, mais simplement les écarts entre les prévisions et ce qu'il était obligé de fournir faisaient qu'il était obligé d'aller à un moment où les prix étaient très hauts et il a perdu beaucoup d'argent. Donc cette fiabilité, elle a un coût, c'est la raison pour laquelle nous sommes assez exigeants sur le fait que lorsqu'une collectivité s'engage auprès de nous, c'est un engagement ferme et un peu irrévocable, parce que c'est ce qui permet d'avoir la fiabilité des coûts, et c'est tout ceci qui nous permet de réduire au maximum nos coûts de production. Voilà ce que je voulais dire sur le bien acheté. 2-3 mots de réflexion sur même si je ne suis pas totalement compétent sur les solutions qui sont envisagées, je crois que, comme beaucoup d'autres que vous avez entendu, la meilleure solution, c'est d'abord d'économiser l'énergie. La meilleure économie, c'est non consommer. Et de ce point de vue-là, en tout cas, nous, on a beaucoup investi, un peu comme mes collègues, sur l'accompagnement en termes de conseils. Et nous avons une offre de politique énergétique et de maîtrise énergétique de conseils qui se développe et qui est en pleine progression, notamment dans le domaine de les politiques énergétiques locales. Donc l'UGAP a beaucoup investi sur ces missions de conseil de manière à mieux maîtriser l'énergie des bâtiments et plus généralement la politique énergétique des collectivités locales. C'est fondamental dans la durée. Il y a l'autoconsommation dont parlait ma voisine. Il y a aussi les PPA, les Power Purchasing Agreement, qui sont des accords principalement fondés sur le voltaïque et l'éolien, dans lequel vous pouvez avoir un prix fixe sur une période de 10 à 15 ans. Comme c'est de la production, ça dépend pas des fluctuations des marchés, donc on peut avoir un prix fixe. Il y a quand même une contrepartie dans ces contrats, qui est que plus vous faites de photovoltaïque et d'éolien, plus vous pouvez pas tout prendre là-dessus, c'est en moyenne 10 à 15% de votre production, mais le photovoltaïque et l'éolien ont comme caractéristique d'être une ressource dont la quantité est incertaine. Ça dépend du vent et ça dépend du soleil. Donc vous êtes obligé d'aller sur le marché, sur le reste. Et vous arrivez avec une courbe de consommation qui est beaucoup plus incertaine, et ceci peut avoir un coût pour la collectivité locale qui recourt à ces solutions. Voilà, donc dans les autres solutions, je crois que je ne vais pas intervenir sur le sujet de la réintroduction du tarif réglementé, parce que c'est un sujet qui dépasse complètement ma compétence. Je dirais simplement que lorsque le prix est réglementé, s'éloigne du prix du marché, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Soit c'est le producteur, soit c'est l'intermédiaire, soit c'est le contribuable, mais c'est forcément aller chercher de l'argent ailleurs que sur le marché. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Il
Il y a le sujet du plafond à Rennes qui arrive à expiration, qui va donner lieu à débat, mais il est difficile, comme l'a dit ma collègue, de découpler ce débat sur ce qui va se passer sur le market design de la Commission, parce que les deux sujets sont intrinsèquement liés. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le maire de Saverne, votre histoire nous intéresse, et je vais dire beaucoup aussi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de me donner la possibilité de porter la voix des villes de taille moyenne qui sont, et vous le savez bien, les moteurs de nos territoires. Saverne est une ville de 12 000 habitants en Alsace, au sein d'une Comcom qui fait 36 000 habitants, mais elle est aussi la ville-centre d'un territoire beaucoup plus vaste. C'est à peu près 150 000 personnes qui vivent directement de la centralité de Saverne, ce qui signifie que nous avons des obligations de centralité très fortes avec les recettes d'une ville de 12 000 habitants, ce qui est parfois difficile à gérer déjà dans des situations normales. Un budget de fonctionnement de 16 millions d'euros, 90 000 m² de bâtiments à chauffer, à éclairer, 70 km de voiries à entretenir et à éclairer, ce qui fait que, bien évidemment, lorsque l'on doit faire face à l'explosion des coûts de l'énergie, ceci est effectivement un choc, pour reprendre l'expression de Monsieur le Président il y a quelques instants. S'ajoute à cela pour nous une conjoncture compliquée, parce que nous faisions, Madame, partie des communes qui arrivions à échéance de notre contrat d'électricité au 31 décembre dernier. Nous avons donc dû renouveler notre appel d'offres. Nous n'avons eu qu'un seul participant à cet appel d'offres, l'électricité de Strasbourg, votre filiale, et on se retrouve aujourd'hui avec un coût de l'énergie multiplié par 4. Donc c'est quelque chose de particulièrement compliqué à amortir, sans compter bien sûr l'augmentation du coût du gaz qui lui est davantage fluctuant. À la fin de 2022, les services de la commune ont fait un calcul. Si nous restions à une consommation identique de fluide aux années précédentes, nous en avions pour 1,6 million d'euros de factures supplémentaires, soit 10% de notre budget de fonctionnement. Quand on connaît les taux de rigidité dans un budget communal, on peut imaginer qu'une hausse de 10%, ça veut dire potentiellement mettre fin à toute une série de politiques publiques. De mon côté, avec notre équipe municipale, nous nous sommes refusés à cette absurdité qui consisterait à prélever l'impôt pour uniquement payer des fluides et ne plus mener de politique publique. On n'est pas là juste pour payer les fluides, évidemment. Et nous avons donc, dès l'automne 2022, pris quelques décisions drastiques pour un plan de sobriété renforcé. D'abord, des mesures de bon sens que tout le monde connaît, effectivement, la limitation de la température dans nos bâtiments, la chasse au gaspillage. Je peux vous dire que le thermomètre est devenu mon meilleur ami, et on a souvent vu le maire de Saverne se promener jour et nuit, week-end compris, dans les différents bâtiments pour relever la température, pour baisser les radiateurs et pester contre celles et ceux qui ne jouaient pas le jeu. Ça sert, c'est pas grand-chose, mais c'est des petites choses, mais c'est important. Mais ça ne nous est pas paru suffisant, puisque nous avons également pris des mesures exceptionnelles relativement drastiques. Nous avons, dès le mois de septembre, décidé de couper l'éclairage public de 21h à 6h. C'est drastique, mais c'est efficace. 200 000 euros d'économie. Alors, on avait déjà un peu d'avance, puisque ça fait 7 ans qu'on coupait l'électricité à minuit. On a gagné encore un petit peu de temps, avec quelques grognements, mais plutôt de la compréhension de la part de nos administrés, puisqu'on leur a promis qu'en échange, nous allions continuer à mener les politiques culturelles, sportives, sociales, environnementales que nous nous étions engagés à faire. Nous avons également pris la décision pour la première fois de fermer une semaine entière les services publics, avec bien sûr quelques permanences pour certains services, mais entre Noël et Nouvel An. Et j'ai pris la décision d'accorder 4 jours de congés supplémentaires à mon personnel. Le coût, en tout cas la balance entre le coût et le bénéfice nous est apparue largement positive à ce niveau-là. Et bien entendu,
on n'a pas eu de difficulté avec les syndicats sur cette question-là. Et la mesure sans doute la plus spectaculaire, et je pense que nous sommes une des rares collectivités à l'avoir prise, c'est que nous avons décidé de mettre en place, pendant l'hiver, une semaine de 4 jours. Et donc, de laisser les services publics ouverts du lundi au jeudi, de manière à pouvoir couper, enfin en tout cas baisser le chauffage dès le jeudi après-midi et le rallumer que dans la nuit du dimanche au lundi, bien sûr pas pour les écoles et autres, mais pour les principaux services publics. Alors les résultats sont encourageants, en tout cas pour l'hiver. On est en train de finaliser les calculs, mais en gros c'est entre 30 et 40% d'économie sur les volumes consommés que nous avons pu faire durant cette période-là. Donc avec cette économie en volume, ajoutée aux bases fiscales qui ont quand même augmenté de manière importante de 7,1%. Et nous l'espérons, l'amortisseur de l'État, mais là, il y a encore pour nous un point d'interrogation, parce qu'à ce jour, nous estimons que nous sommes éligibles à cet amortisseur fiscal et nous en attendons 400 000 euros. Mais pour l'instant, tant que les choses ne sont pas notifiées avec l'État, moi je serais plutôt comme saint Thomas, je préfère avoir vu avant de le croire, mais en tout cas, espérons. En tout cas, si on met bout à bout ces efforts-là, la hausse des bases fiscales et l'amortisseur de l'État, je dirais que pour l'instant, on y arrive, bon an, mal an, avec quelques efforts malgré tout sur le fonctionnement. Mais cela fait toutefois peser des risques sur notre capacité d'autofinancement, bien entendu, puisque à la hausse des coûts de l'énergie s'ajoute bien sûr la hausse des coûts des matières premières, des matériaux notamment, alors même que nous sommes engagés dans un plan pluriannuel d'investissement qu'il ne nous est pas possible forcément de différer. Il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours. Nous sommes en train de travailler sur le magnifique château des Rohan, mais c'est un budget de 6,5 millions d'euros qui est engagé là-dessus, avec bien sûr des subventions des collectivités supérieures, mais malgré tout, il faut faire face à la hausse des coûts, et donc forcément une certaine inquiétude pour l'avenir, parce qu'une capacité d'autofinancement qui se dégrade, avec en plus des taux d'intérêt qui augmentent, on peut être amené à se demander quelles vont être nos capacités d'investissement également dans les années à venir. Alors pour conclure, je dirais qu'en étant réactif et en prenant des mesures fortes, on est capable, en tout cas dans une ville comme la mienne, de faire face à une situation conjoncturelle. Mais si cette situation devenait devenir davantage structurelle, nos marges de manœuvre s'en trouveraient fortement réduites et avec un grand point d'interrogation. Et ce d'autant, et je ne peux pas résister quand même à le placer, que bien sûr nos marges fiscales sont devenues particulièrement limitées à la seule taxe foncière, ce que je regrette profondément. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre témoignage qui contient quelques innovations, notamment autour de la semaine des 4 jours. Je n'avais pas encore fait le lien entre la crise de l'énergie et la semaine de 4 jours. Mais voilà, vous voyez, les maires ont toujours des idées innovantes assez originales. Merci, monsieur le maire. On aura l'occasion d'en parler au travers des questions de mes collègues. Alors, pouvons-nous parler maintenant, monsieur Pont-Nourrin, du sujet également très important de la restauration collective? Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci pour votre invitation. Alors j'espère que je ne vais pas faire hors sujet en évoquant la problématique de l'alimentation au quotidien des Français. Et je ne vais pas beaucoup parler d'énergie, mais je vais parler plus de l'inflation des matières premières, notamment des matières premières avec une part importante de composantes agricoles à l'intérieur de ces matières premières et d'augmentation des salaires. Tout ça pour finalement évoquer l'inflation que connaît la restauration collective et donc les collectivités locales. Le SNRC est sûrement un nom moins connu que la mairie de Saverne pour son col et pas que, et que EDF ou l'UGAP. Donc en une phrase, le syndicat national de la restauration collective réunit une quarantaine d'entreprises de toute taille. Vous avez des grands groupes, des PME, des ETI et des TPE qui maillent le territoire national pour faire ce métier qui est celui de la restauration collective. Nous gérons 20 000 restaurants en France avec 80 000 salariés et pour un volume d'achat annuel de 2,6 milliards.
nous réalisons un quart de notre chiffre d'affaires avec les marchés publics. Et dans les marchés publics, il y en a une bonne part qui est portée par les collectivités locales au titre de la restauration scolaire. Alors, si je veux évoquer ce sujet de l'inflation, je pense que le plus simple est de partir du compte de résultat d'un restaurant collectif. Le coût d'un repas est composé à 40% des matières premières. Ces matières premières, elles ont connu une augmentation de 20% entre janvier 2023 et janvier 2022. C'est un peu plus que ce que vous pouvez voir en GMS, où on vous dit que les produits alimentaires ont à peu près pris 15%. Et pourquoi on est un peu au-delà ? Un, c'est parce que les volumes d'achat de la restauration collective ne sont pas ceux de la GMS. Et deuxièmement, c'est que la restauration collective utilise à peu près 85% de produits bruts dans ses cuisines. Et donc finalement, la part de produits agricoles dans les produits que nous utilisons est beaucoup plus importante parce qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de merchandising sur un pâté de pâtes. Quand on achète des pâtes, on achète du blé dur. Donc on est à plus 20% entre janvier 23 et janvier 22 et on commence à observer une légère décrue, c'est-à-dire qu'au jour où, à début juin, période où on se parle aujourd'hui, on n'est plus qu'à 17%. Donc on voit que la décrue a démarré, mais on reste sur des niveaux d'inflation que nous n'avons jamais vus depuis 40 ans. Le deuxième poste qui constitue le compte de résultat de la restauration collective, ce sont les salaires pour 45% de la structure du coût d'un repas. Sur ces salaires, il y a un phénomène qui donne le là à tout ce que l'on peut faire, ce sont les augmentations successives du SMIC, qui n'ont été que mécaniques, sans coup de pouce gouvernemental, mais on en est aujourd'hui à plus de 10% d'augmentation du SMIC. Et donc, la branche porte le dialogue social, et naturellement, si on ne veut pas tasser les minima conventionnels au niveau de la branche, on est obligé de pouvoir tenir compte pour éviter un écrasement de la grille, de l'augmentation des salaires sur le reste de la grille. Et donc, nous sommes encore en discussion avec les partenaires sociaux actuellement avec une négo qui devrait se terminer le 20 juin, mais très vraisemblablement, nous aurons une augmentation en moyenne de la grille sur quasiment les 9 échelons de la grille qui se situera à 12% d'augmentation en 18 mois. Donc, on est sur 20% sur les matières premières, 12% sur les salaires. Et sur les 15 derniers pourcents qui concernent finalement les autres coûts, la part de l'énergie est très modeste, puisque la part de l'énergie représente moins de 3% du coût de la production et de la distribution de nos repas. Donc c'est pour ça, j'espère ne pas être hors sujet au regard de la commission qui nous invite, mais finalement, la part énergétique, c'est pas nous finalement qui la pilotons en tant que consommateurs d'énergie, c'est plutôt un effet inductif dans les matières premières que nous achetons, où effectivement, vous l'avez vu dans le monde de l'agriculture, l'augmentation du prix de l'énergie peut avoir une incidence sur le prix des matières premières que nous achetons. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, comment on a été capable de répercuter cette inflation auprès des collectivités locales? Il faut bien avoir en tête que nous sommes en capacité d'augmenter nos prix une seule fois par an. Contrairement à beaucoup d'autres modèles économiques, vous pouvez vous voir quand vous voulez. Nous, c'est une seule fois par an. Et il y a c'est toujours la date anniversaire du contrat. Il y a deux dates majeures, c'est ou le 1er septembre, parce qu'on se cale finalement sur l'année de l'école, et au 1er janvier pour des questions d'exercices fiscaux. 70% des contrats voient leur évolution tarifaire au 1er septembre, les 33% au 1er janvier. La dernière fois qu'on a fait cet exercice, pour 70%, c'était donc au 1er septembre 2022, nous avons été en capacité d'augmenter nos prix de 4,5%. Parce que c'est l'application mécanique des formules contractuelles qui sont dans les cahiers des charges rédigés à l'initiative de la puissance publique. On voit bien qu'on a un gap donc majeur, puisque vous avez vos charges qui, en travers, augmentent de 15%, et vous avez vos prix qui augmentent de 4,5%. La marge de la restauration collective, les bonnes années avant impôt, c'est 3%. Donc on en arrive à une situation où 80% des marchés publics sont déficitaires. Si je regarde l'augmentation des prix qui a été appliquée au 1er janvier, elle est passée de 4,5 à 5,1. Donc on voit qu'il y a une légère, je dirais, continuité dans cette progression de l'inflation et de la répercussion, mais on est extrêmement loin de la couverture de l'augmentation des coûts subis par la restauration collective. Donc ça a un enjeu majeur, c'est des entreprises qui se désengagent de ce métier de la restauration collective, et notamment des PME et de TPE qui ne veulent plus entendre parler des marchés publics, en disant « c'est trop risqué de jouer avec ces gens-là ». Deuxièmement, c'est les filières amont qui disent « ce n'est plus un débouché possible et rentable ».
Et donc, on commence à avoir un amont qui réfléchit à se désengager de la restauration collective. Donc c'est absolument dramatique au regard de l'enjeu de notre souveraineté alimentaire et du soutien que l'on veut donner à l'agriculture française. Et troisième élément, on sait qu'aux bornes de la profession, hôtelier, cafetier, restaurateur, il manque aujourd'hui 200 000 à 250 000 salariés. Si nous ne sommes pas capables d'avoir les moyens de maintenir la progression des salaires, le développement des carrières par une attractivité, on se retrouvera les uns et les autres avec de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier. Et j'y vois même un enjeu de santé publique. Si demain, il n'y a plus de gens qui veulent être cuistots à l'hôpital, on pourra avoir d'autres problèmes au sein de l'hôpital. Donc en fait, de la manière dont on va gérer cette crise conjoncturelle, elle aura des effets structurels. Ce que nous, on a fait pour essayer de soulager quelque part cette pression que l'on doit répercuter auprès des collectivités locales, on a présenté à l'AMF et notamment au maire, au président Lisnard, des pistes que l'on a pu travailler pour essayer de permettre aux collectivités de pouvoir avoir finalement l'addition, pour reprendre un terme de notre métier, la moins douloureuse possible. Donc parmi les postes qui ont été, ou les pistes pardon, qui ont été évoquées, pour certaines catégories de convives, c'est le passage de 5 composantes à 4 composantes, et notamment pour les petits des classes maternelles, donc je pense par exemple aux enfants de 3 ans ou 4 ans. Ce que j'entends par composante, c'est entrée, plat protidique, garniture, fromage, dessert et du pain. Voilà, il y a des collectivités qui ont fait le choix, alors soit tous les jours, soit 2 jours par semaine, de retirer une des composantes, sans que ça ne nuise à l'équilibre nutritionnel ni de la semaine ni des 4 semaines de menu, pour diminuer finalement le volume de ce qui est servi. Deuxième chose qui n'a aucun impact sur le repas en tant que tel, c'est le conditionnement. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de cuisines qui livrent les repas dans des restaurants scolaires. Tous les restaurants scolaires de France n'ont pas de cuisine, bien évidemment, et donc on conditionne ces repas, c'est-à-dire qu'on met ces repas dans des plats. Voilà. Et donc selon que vous conditionnez ou par 4, ou par 6, ou par 8, ou par 10, ou au kilo, forcément vous utilisez un nombre de conditionnements qui est contrairement différent. Et donc le fait de diminuer le nombre de conditionnements, là aussi, diminue finalement le coût de la prestation. Troisième élément, le Covid a pas mal perturbé nos statistiques de fréquentation des restaurants. Parce que les parents, ayant maintenant pris des habitudes un peu plus aléatoires sur le nombre de jours où ils ont décidé de faire du télétravail, finalement, il y a des jours où ils gardent leur enfant à la maison. Et donc, vous savez, nous, on se trompe à peu près de 2 à 3% entre le nombre de repas que l'on produit et le nombre de repas qui sont consommés. Mais vu que là, on cherche des centimes, le fait d'avoir un prévisionnel de commande, et ça, c'est marrant parce que quand on a dit aux parents, avant même que la crise n'éclate, comment vous voyez l'investissement que vous voudriez mettre pour avoir la meilleure assiette possible pour vos enfants. Tous ont dit il faut qu'on soutienne cette trajectoire environnementale, alimentaire, tout ce que vous voulez. Et donc pour pouvoir la financer, on est prêt à regarder un peu les grammages, de diminuer la largeur de la gamme. Et donc c'est là qu'aujourd'hui on a des collectivités qui nous ont dit plutôt qu'avoir 3 entrées au choix ou 2 desserts en choix, puisqu'il faut aller jusqu'au bout du dernier convive avec ce choix-là, si on diminue le choix, forcément vous produisez moins, parce que la marge d'erreur que vous vous donnez, vous n'avez plus à la produire. Et puis, troisième élément, c'est on est prêt, nous parents, à vous dire, voilà, le petit Pournois, la semaine prochaine, il viendra mardi, jeudi, vendredi. Et ça, je vous dis une semaine à l'avance. De manière à ce que vous n'ayez pas à gérer l'aléa de lundi, il sera là ou il ne sera pas là. Voilà. Et donc, ça, aujourd'hui, ça faisait aussi partie des pistes qui ont été travaillées par les maires, et certains avec des schémas un peu coercitifs en disant, sauf bonne raison, qui sera la maladie, les orions, ce que vous voulez, si vous ne nous prévenez pas, vous serez facturé du repas que vous n'aurez pas consommé. Voilà. Donc, on est passé d'un système qui était un peu all-inclusive et open, je ne sais pas quoi, à un schéma un peu plus... Voilà, il faut que collectivement on soit responsable des choix que nous faisons. Et puis après, dans les autres éléments, il y a aussi des livraisons qu'on a pu faire très tôt le matin. C'est-à-dire aujourd'hui, les collectivités locales demandent à peu près à toutes les cuisines de livrer toutes entre 7h et 8h30. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une concentration de chauffeurs et de camions pour qu'on soit tous à l'heure dans toutes les cantines de France entre 7h et 8h30. Si on nous autorise à avoir les clés et de pouvoir livrer à 6h, on n'est pas obligé d'avoir 2 camions.
Et donc, on n'est pas obligé d'avoir 2 chauffeurs, etc. Et donc, ce sont des choses là aussi qui touchent finalement non pas du tout à la prestation en tant que telle, mais qui, dans l'organisation du service, permet de dégager quelques marges de manœuvre. Mais soyons quand même lucides et responsables, ces marges de manœuvre ne peuvent représenter que 15% de ce qu'on a à chercher. Mais vu qu'on cherche tous des centimes, et que nous, en tout cas, on fait un métier de centimier, et que je sais que la gestion des collectivités locales, elle se gère quand même aussi à 2 chiffres après la virgule, il faut qu'on se saisisse de chacune de ces opportunités. Et pour mettre un peu de trajectoire et de visibilité, je ne sais pas quels seront les indices applicables aux révisions de prix de septembre et de janvier prochain, mais vu que vous êtes peut-être en période de construction budgétaire, je pense qu'au minima, il faudra prévoir 5 à 7%, ne serait-ce que par l'application mécanique des contrats. Mais ce qui peut se passer, c'est que vous l'avez bien compris, entre 5 et 7, c'est bien loin de couvrir ne serait-ce que le point mort des entreprises. Dès lors qu'il y a reconsultation, les prix de marché aujourd'hui sont nettement supérieurs aux prix appliqués aujourd'hui. Et le marché, finalement, par sa juste mise en concurrence, a des effets sur les prix qui sont plus flatté que l'application mécanique, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, mais en fait, on a une décorrélation entre la structure de coûts, les augmentations de coûts et les indices qui sont dans les formules de révision de prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est mené avec la DAGE à Bercy, avec l'INSEE, pour avoir finalement des mécanismes de révision qui soient plus équilibrés, moins en dents de scie, pour couvrir l'équilibre des contrats au bénéfice des 2 parties. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à mes collègues, peut-être juste quelques paroles en écho. D'abord, vraiment, merci pour vos témoignages extrêmement complémentaires, extrêmement intéressants. Moi, ce que j'entends de manière générale, c'est la culture de la sobriété dans la consommation d'énergie, mais vous l'avez aussi dit, monsieur, et c'était extrêmement intéressant dans l'offre que l'on propose, notamment à la cantine, alors même que l'on voit bien qu'en restauration collective, on a des injonctions un peu contradictoires, puisqu'on a des obligations, mais je ne dis pas ça de manière négative, des obligations d'achat, d'approvisionnement en bio, en circuit court, qui sont parfois un peu plus coûteux, et une exigence de parents sur la qualité nutritive des repas qui n'a rien à voir avec la fréquentation familiale des McDo. Mais voilà. Est-ce que je peux, Madame la Présidente, rajouter juste un commentaire à votre propos? Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai parlé de 20% d'augmentation, c'est à caddie équivalent. Ça veut donc dire que ces 20% n'ont pas permis la montée en gamme attendue par Egalim. Et aujourd'hui, il y a même, je ne sais pas si je vais choquer l'assistance ici, mais il y a quasiment un arrêt sur image d'Egalim, parce qu'il n'est pas possible en même temps de supporter les 20% d'augmentation pour avoir la même chose que ce que j'avais avant et porter la montée en gamme d'Egalim, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il faut à peu près rajouter 40 centimes au couvert pour arriver aux objectifs de la loi. Donc j'ai vu l'autre jour les déclarations de Marc Fesneau pour dire voilà comment l'État doit être exemplaire sur le sujet. Puis deuxième point que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais qui illustre quand même l'attention sur ce métier-là, aujourd'hui 25% des appels d'offres lancés par les collectivités locales qui visent à acheter des denrées alimentaires pour les cantines scolaires sont infructueux. Vous ne trouvez plus de réponse dans un quart des marchés. Merci. Éclairage. Alors, on voit, monsieur le maire, vous l'avez dit, et vous l'avez dit aussi, monsieur, l'incident, alors que moi je trouve positif sur l'organisation de la distribution du service ou de l'approvisionnement. Vous l'avez bien dit, madame, que aujourd'hui sur les énergies renouvelables, et je pense qu'on est très sensible à ça, il ne s'agit pas de voir des énergies renouvelables se substituer à d'autres énergies, mais par contre, un mixte d'approvisionnement permet de lisser la consommation et de sécuriser en tout cas une partie du coût et l'évolution de l'organisation dans nos collectivités est intéressante, et que partout on sait bien que souvent les progrès peuvent aussi naître de la crise qui nous laisse optimistes. Alors ensuite, moi j'ai deux éléments. Monsieur le Président, vous l'avez bien dit, cette volatilité et cette imprévisibilité.
Alors, je vous pose une question un peu en vous demandant de vous transformer en Madame Irmin. Est-ce que la volatilité, l'imprévisibilité sont devenues structurelles ou est-ce qu'elles sont liées à des événements conjoncturels comme par exemple la crise de l'Ukraine? Et puis, moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur les fournisseurs alternatifs. C'est-à-dire, à un moment, on a pensé qu'il fallait ouvrir très largement, pour faire simple, à la concurrence, favoriser une offre élargie avec des fournisseurs alternatifs. Et vous nous dites qu'il y a une sorte d'insécurité sur les fournisseurs alternatifs, ce qui n'est pas sans poser de problème pour la sécurité de l'approvisionnement. Et puis, je rappelle quand même que nos collectivités sont pas très à l'aise avec le métier de trader que vous devez avoir, et la notion de spéculation, parce que on dit aujourd'hui que l'eau est un bien commun. À un moment, moi je suis pas soviétique, pardonnez-moi d'être un peu caricatural et ça, mais la sécurité de l'approvisionnement dans les collectivités, quand on parle de l'hôpital par exemple, c'est un vrai sujet. Donc comment on conjugue un peu tout ça? Et puis je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la stratégie multiclic, où vous devez mixer en quelque sorte le fixe et le lisse pour permettre de limiter l'augmentation. Donc ce sont des sujets très intéressants. Donc il y a 3 demandes de parole. Notre collègue Bernard Delcros, qui prépare déjà la loi de finances, j'en suis sûre, Céline Brulin, notre collègue Fabien Genet et Muriel Jourdain. Mais, je propose 2 par 2, si vous êtes d'accord. Oui. Bernard puis Céline, et vous ferez... merci Madame la Présidente. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est compté, donc je vais me restreindre. Alors, j'ai une question pour vous, Madame la Directrice. Vous avez évoqué largement les dispositifs qui ont été mis en place dans la loi de finances pour protéger les collectivités, bouclier tarifaire, amortisseur électricité et filet de sécurité. En fait, ce sont ces 3. On avait prévu de mémoire au budget, c'est de l'ordre de 50 milliards pour financer ces mesures. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de collectivités ont pu en bénéficier et quel montant ça peut représenter? Je ne sais pas si vous avez ces éléments. En tous les cas, ça nous intéresse de comparer la réalité de ce dont ont pu bénéficier les collectivités avec ce qui était prévu à l'origine. Vous avez évoqué les C2E, qui est un dispositif intéressant. Malgré tout, je pense que les C2E sont aujourd'hui encore mal connus et un peu compliqués pour y accéder. Voilà, y a-t-il des choses prévues pour permettre de le rendre plus accessible et donc plus efficace? Et puis, au maire de Savène, une petite question. Vous avez indiqué que vos dépenses d'énergie avaient augmenté, si je me souviens bien, d'à peu près 10% du budget, 1,6 million d'euros. J'imagine que vous ne prenez en compte que les dépenses directes sur les comptes énergie des mandatements. Mais si on intégrait évidemment les effets induits, notamment l'incidence de l'augmentation du coût de l'énergie sur les matières premières pour les travaux, etc., on serait bien au-delà. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir ces éléments, on ne peut pas les avoir comme ça. Mais le coût réel, finalement, le coût réel pour les collectivités en direct ou induit de l'augmentation du coût de l'énergie. Et ce que je voulais vous demander, sur ce 1,6 million, alors vous aviez pris un certain nombre de dispositions pour réduire en quelque sorte la consommation. Vous avez parlé d'éclairage public, moins 300 000 euros. Et au final, l'ensemble des mesures que vous avez prises, la semaine de 4 jours, etc., l'éclairage public, par rapport à ce 1,6 million, vous êtes arrivé finalement à économiser combien? Et quand vous avez parlé de 30 ou 40% d'économie, c'est en montant, en euros en quelque sorte, ou en consommation. Voilà, j'avais ces quelques questions. Je ne veux pas aller plus loin pour pas être trop long. Merci. Bernard, notre collègue Céline Brulin de Seine-Maritime. Merci Présidente, merci à tous pour effectivement des exposés qui se complétaient bien et qui montraient que chacun déploie des trésors d'ingéniosité dans la situation, c'est vrai, que vous avez décrite comme conjoncturelle, mais en même temps, il me semble qu'il y a des choses qui vont rapidement avoir leurs limites, d'autant que vous avez expliqué les uns et les autres que tous les efforts déployés jouaient quand même sur une petite partie des efforts à réaliser. Et puis quand même, vous avez tous dit que peut-être que cette situation
tendrait à devenir structurel. En tout cas, on ne peut pas l'évacuer. Et donc, ça mérite, me semble-t-il, de réfléchir aussi à des mesures d'ordre plus structurel que tout ce que vous avez mis en œuvre les uns et les autres. Je pense par exemple, vous l'avez dit, monsieur le maire, et vous l'avez dit vous aussi, monsieur, le coût de l'énergie va impacter les capacités des collectivités à investir. Et à investir, par exemple, pour mettre leurs bâtiments en situation de moins dépenser de l'énergie. Il y a en ce moment au Sénat une mission sur le bâti scolaire. La rénovation du bâti scolaire, c'est 40 à 50 milliards d'euros d'investissement à faire pour rénover, enfin pour faire la rénovation énergétique. Évidemment que des collectivités comme la ville de Saverne, qui voit un surcoût de 1,6 million, même si elles font des efforts, vont avoir des difficultés. Donc voilà, moi, ça concerne aussi l'industrie. On a vu qu'il y avait quand même un nombre conséquent d'industries qui avaient suspendu leur activité. Et je trouve que ce serait assez délirant qu'il y ait eu un soutien pendant la crise sanitaire et qu'en gros, un certain nombre de nos activités économiques s'écroulent sur la crise énergétique. Et donc, dans les mesures structurelles, moi, j'ai quand même envie de vous questionner sur, même si ce n'est pas la réponse à tout, les tarifs réglementés, parce que je vous rejoins, Madame la Présidente, l'énergie, c'est pas une marchandise tout à fait comme une autre. On en voit l'importance aujourd'hui. Sur le marché européen de l'électricité, parce qu'on est quand même dans une situation un peu délirante en France, où on est soumis à des constitutions de prix qui correspondent absolument pas à notre mix énergétique et qui nous pénalisent terriblement, me semble-t-il. Et enfin, sur la REN, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des opérateurs qu'on dit alternatifs, qui n'ont, en gros, je vais être très caricatural, mais encore qui ont fait de la spéculation, mais à peine plus que ça, pour contribuer à l'œuvre commune en matière énergétique. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de répondre, comme vous l'entendez, à cette première série de questions et nous en aurons une deuxième. Merci pour vos questions. Je vais peut-être démarrer parce qu'il y a pas mal de questions effectivement qui concernent EDF. Alors sur le nombre de collectivités, je ne saurais pas vous le dire comme ça parce que je n'ai pas ce nombre. Je peux vous le trouver. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons environ 400 000 clients qui sont concernés par qui ont renvoyé une attestation conforme, un peu moins de 400 000 en réalité, mais on va arrondir. Sur les marchés publics. Alors, en fait, nous, on regarde les marchés publics dans leur ensemble. Donc, dedans, il y a effectivement les collectivités, mais il y a aussi les bailleurs sociaux, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est moins de 10% de ce volume-là. Mais le chiffre précis, je ne l'ai pas, je peux le trouver. Dans les mesures que vous avez explicitées sur bouclier, amortisseur, filet, j'en ajouterai une qui est le suramortisseur. Parce que, comme vous le savez, sur les TPE et assimilés, donc moins de 10 salariés, moins de 2 millions, alors chiffre d'affaires, budget, enfin ça dépend un petit peu de l'acteur, il y a donc le suramortisseur qui avait été annoncé par le président de la République d'ailleurs, et qui consiste à caper et à aplatir le prix, si je peux utiliser cette expression, à 230 € du mégawattheure hors acheminement, toute l'année maximum. Donc ça, c'est quand même une mesure forte. Oui, mais les collectivités font partie de les petites collectivités bénéficient de ce voilà. Alors, ensuite, on parle de structurel et de conjoncturel. Bon, c'est vrai que les prix de marché, alors encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et moi, je ne m'aventurerai pas du tout à ça, mais on ne connaîtra probablement pas avant longtemps des prix de marché tels qu'on les a connus il y a quelques années. À une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016 ou quelque chose comme ça, ils étaient descendus à 25 € du mégawattheure. Bon, ça, je pense qu'on a fini avec ça. Et d'ailleurs, heureusement, parce que les producteurs, ils font faillite avec ça. Mais néanmoins, on est quand même retombé dans des prix alors qui restent élevés par rapport à il y a quelques années, mais qui sont quand même nettement inférieurs à ce qu'on a connu au second semestre 2022. On était monté, souvenez-vous, à 1 000 € du mégawattheure fin août, et puis on est resté assez longtemps à 400, 500, 600 € du mégawattheure
mégawattheure. Là, aujourd'hui, encore une fois, en forward 24, on est autour de 150. En forward 26, on est autour de 100. Donc, je ne dis pas que c'est faible, mais on est quand même redescendu à des valeurs plus modérées. Moi, j'aurais tendance à dire que une façon de faire face, vraiment, une façon sérieuse de faire face à cela, il y a évidemment tout ce qui est en place, tout ce qui se dessine sur le market design, toutes les mesures qui vont être prises, donc ça bien sûr, mais une façon qui est à notre main, qui est à la main des clients et à notre main, à nous fournisseurs et puis peut-être à d'autres acteurs, encore une fois, c'est l'efficacité énergétique. Parce que tout kilowattheure non consommé est gratuit en fait. Et donc ça, et quand vous disiez les efforts conduisent à des économies marginales, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je vais vous donner un exemple, et je ne veux pas être trop longue, mais je vais vous donner un exemple. Nous avons une offre qui s'appelle Pilotage intelligent du bâtiment, qui est adaptée également aux collectivités territoriales. D'ailleurs, nous la vendons aussi aux collectivités pour gérer, alors vous parliez, monsieur le maire, du thermomètre, que vous promeniez avec le thermomètre et en fermant les radiateurs. Cette offre PIB permet en fait de gérer automatiquement, avec une interface digitale très simple, confort et température. Alors ça marche très bien pour des hôtels, ça marche très bien pour des écoles, pour des gymnases, etc. Bon. Eh bien, nous avons observé sur les clients qui utilisaient cette offre qu'ils pouvaient aller en moyenne à 15% d'économie quand même. Donc c'est pas d'énergie. Donc ce n'est pas complètement marginal. Parce que quand vous multipliez ces 15% par le prix unitaire, vous arrivez quand même à des économies importantes. Donc, alors c'est des efforts, c'est vrai, mais c'est important. S'agissant des industriels, juste une petite incise, lorsque nous comparons, alors je ne sais pas si ça va vous consoler, mais en tout cas ça console ces industriels-là qui sont en compétition européenne. Quand on compare les prix rendus sites en France par rapport aux prix rendus sites de leurs collègues et concurrents européens, eh bien nous sommes beaucoup moins chers en France en fait. Donc, alors, pour une collectivité, ceci n'a pas de sens parce qu'effectivement, elle n'est pas en concurrence avec une collectivité ailleurs. Mais pour un industriel, c'est quand même très important. Un mot sur le tarif réglementé de vente, peut-être. Alors, le tarif réglementé de vente, nous, notre analyse, c'est que, évidemment, il faut une conformité, il faut que les décisions prises soient conformes aux règles européennes, comme vous le savez. Notre analyse, mais encore une fois, c'est notre analyse, c'est que pour les entités, je dis entités au sens large, les consommateurs éligibles aux tarifs réglementés de vente aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 10 salariés, moins de 2 millions CA, budget, etc., et avec une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, ils sont éligibles aux tarifs réglementés de vente. D'ailleurs, nous avons eu un certain nombre de retours aux tarifs réglementés de vente à l'occasion de la crise énergétique. S'agissant des collectivités, on en a eu à peu près 20 000. Pour vous donner une ordre de grandeur, 20 000 sites. Ce n'est pas des collectivités, c'est des sites dont 10% à peu près provenant d'autres fournisseurs et 90% déjà chez nous en offre de marché. Donc, je reviens à cela. Pour nous, notre analyse, c'est que étendre cette éligibilité de ces acteurs-là, toujours TPE et assimilés, aux puissances souscrites supérieures à 36 kVA, vu de nous, c'est faisable. Parce que notre analyse est que ce serait conforme au droit européen, parce que le 36 kVA, vu de l'Europe, n'a pas de sens, en fait. C'est assez franco-français, le 36 kVA. Donc, en résumé, TPE et assimilés, 10 salariés, 2 millions, quelle que soit la puissance souscrite, il nous semble qu'il est possible, et nous sommes favorables à l'extension du TRV à ces entités-là. Au-delà, notre analyse, c'est qu'il y a une petite incohérence avec le droit européen. Mais c'est à confirmer, bien sûr. Je regarde monsieur le maire que vous intervenez. Ensuite, pardonnez-moi, si nos deux collègues peuvent poser leurs questions, et après, chacun d'entre vous aura un droit de réponse, à la fois sur cette deuxième série de questions, mais sur la première, naturellement, si cela vous convient. Merci. Monsieur le maire. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur, l'économie que j'ai annoncée est en volume et pas en euros. Mais en gros, pour schématiser un petit peu,
on attend sur le fameux 1,6 million, donc les 10% du budget de fonctionnement en plus, à peu près 30% d'économies financières aussi, grâce aux économies d'énergie qu'on a réalisées. Comme je l'ai dit, l'augmentation mécanique de la fiscalité de par l'augmentation des bases va y être consacrée quasi totalement. Et nous comptons sur le fameux amortisseur de l'État. Là, on a construit le budget avec ce point d'interrogation. Avoir 400 000 euros ou ne pas l'avoir sur un budget de 16 millions, c'est quand même quelque chose d'important. Et avoir les questions très pointues qui nous reviennent de la DGFiP, on a encore quelques doutes sur notre propre analyse. J'espère que ces doutes ne seront pas douchés parce que sinon, on aura une vraie dégradation de notre capacité d'autofinancement. Alors, bouclier tarifaire, c'est zéro dans une collectivité comme la nôtre, puisqu'on a des puissances beaucoup trop importantes, ce qui est d'ailleurs difficile parce que quand je discute de cette problématique au sein de la communauté de communes, on a beaucoup de petites communes, ils ne comprennent pas ma difficulté parce qu'ils sont tous au tarif bleu avec des boucliers, etc. Et c'est compliqué de le faire ressentir. C'est compliqué vis-à-vis de notre population aussi, qui heureusement bénéficie à titre individuel de ce bouclier tarifaire. Et ils me disent, monsieur le maire, vous exagérez beaucoup. Ben non, on n'exagère pas, c'est une réalité. Nous n'avons pas de bouclier tarifaire. Espérons au moins que cet amortisseur sera une réalité pour nous. Pour compléter à la question de Madame la sénatrice, ce qui est clair aussi, c'est que toutes ces mesures conjoncturelles, elles doivent être mises en œuvre, mais elles ont des limites. Je dis souvent que les maires, nous sommes des artisans de l'action publique et à un moment, il va falloir passer aussi à une phase plus industrielle, si vous me passez la métaphore. Bien sûr, il nous faut diversifier notre mix énergétique aussi de notre côté. D'ailleurs, nous avons à Saverne lancé une délégation de service public pour un grand réseau de chaleur. Avant même la crise énergétique, d'ici quelques semaines, nous allons attribuer ce marché. Nous comptons beaucoup dessus. C'est à peu près 40% de nos bâtiments qui devraient être connectés à ce réseau de chaleur. J'espère que ça va au moins stabiliser les coûts. Et après, bien sûr, les mesures d'isolation des bâtiments, de passage en LED, etc., c'est important. Mais c'est un coût aussi important en investissement. Nous, si on voulait passer en LED, par exemple, tout l'éclairage public, c'est un coût de 2 millions d'euros. Alors, on le fait petit à petit, mais le temps que ce soit fait, c'est compliqué. Je rajouterai une dernière chose, c'est que sur nos 90 000 m² de bâtiments, nous avons la chance, et c'est une chance d'avoir beaucoup de bâtiments historiques, mais aller isoler mon bureau du XVIIe siècle, qui est magnifique, mais où il fait très très froid en hiver, ou le château des Rohan du 18e, c'est très compliqué et c'est d'ailleurs c'est des grosses batailles. Autre sujet, je ne vais pas l'ouvrir, mais entre d'une part la DRAC qui veut qu'on n'utilise que les techniques des siècles de construction et la DREAL qui nous demande d'améliorer les performances énergétiques. C'est très compliqué, c'est un autre sujet, mais il faudra y penser aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors juste sur ce sujet, il y a une mission qui existe au Sénat sur comment on gère la performance énergétique et le patrimoine. En disant qu'il faut peut-être là aussi qu'on arrête d'être un peu caricatural et de faire des bêtises sur du patrimoine ancien. Donc, si vous êtes d'accord avec la méthode compte tenu du temps, donc Fabien Genet et Muriel Jourda, et ensuite, naturellement, je donnerai la priorité en droit de réponse à Monsieur Ponourin et à Monsieur Jossa. C'est normal. Madame la Présidente, est-ce que je peux juste ajouter un tout petit point? Je voudrais apporter un témoignage parce que ce qui m'y fait penser, c'est ce que vous avez dit sur les réseaux de chaleur et vous avez parlé, Madame, de l'industrie. Nous avons réalisé des opérations, notre filiale d'Alkia a réalisé des opérations dans certaines régions qui sont extrêmement intéressantes et je voudrais les porter à votre connaissance. C'est la récupération de chaleur sur des usines, des process ou autres, qu'on réinjecte. Cette chaleur, on la réinjecte dans le réseau de chaleur de la ville voisine. Et ça permet de chauffer plusieurs dizaines, centaines de logements. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important en termes d'économie circulaire. Voilà, je ne prends pas plus. Si, madame, mais vous êtes invité à compléter vos contributions par écrit, vraiment, si vous le souhaitez, parce que je suis consciente qu'on vous contraint quelque peu. Donc, Fabien Genet et Muriel Jourda, vous avez la lourde responsabilité de nous permettre de finir à l'heure. Fabien. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, vous remercier pour l'organisation de cette table ronde qui me semble tout à fait pertinente et qui permet de réaliser finalement un point d'étape sur cette
problématique. Remercier les 4 intervenants pour leur exposé et leur première réponse. On a bien compris que vous étiez finalement 4 victimes de l'inflation à des titres divers. Peut-être sur l'électricité, tout d'abord, je ne regrette pas d'être venu ce matin parce que vous trouvez, Madame la Directrice, à nos côtés pour faire remarquer qu'effectivement le seuil de 36 kVA n'est pas dans les directives européennes, mais que c'est une surtransposition, argument que nous avions fait valoir lors du projet de loi de finances et lors de discussions de PPL ici au Sénat. Nous espérons qu'avec votre renfort, nous pourrons effectivement faire progresser cette analyse et obtenir effectivement ce déplafonnement. Et vous l'avez très bien dit, l'inégalité finalement que posent toutes ces mesures de soutien entre les collectivités avec des seuils qui certes là pour le coup sont de nature européenne mais pas forcément très lisibles sur le terrain, ça crée des différences, monsieur le maire, vous l'avez dit très bien, entre collectivités qui sont parfois difficilement explicables. Et là aussi, je pense que dans les prochaines discussions parlementaires, nous devrons en tenir compte. Pour aller droit au but, Madame la Présidente, j'aurais une première question sur l'électricité, sur l'énergie, parce que quand même beaucoup de nos concitoyens se posent une question que je voudrais relayer à cet instant, c'est tout de même ces prix parfois exorbitants que nous avons connus, dont vous avez très bien expliqué la formation des prix, les dérives, etc., le conjoncturel, mais enfin tout de même, souvent, contrairement à la restauration collective, souvent tout cela s'éloigne du prix de production. Et donc, il y a quand même une différence entre le prix de production et le prix de vente. Et donc, beaucoup de nos concitoyens et un certain nombre de parlementaires se demandent où passe l'argent. Et donc, si quelqu'un ici a une réponse de où est allé l'argent, ça peut nous intéresser. Deuxième question, vous avez dit, Madame la Directrice, ainsi que vos voisins de table, que finalement, au-delà de 2025, on a très peu de visibilité sur ce que peuvent être les perspectives d'évolution de ces coûts. Or, les collectivités locales doivent aujourd'hui arbitrer sur un certain nombre d'investissements. Et Dieu sait si les investissements en matière énergétique sont prioritaires aujourd'hui. Mais la question, c'est sur quoi faut-il investir ? J'ai présidé mon syndicat départemental d'énergie pendant 6 ans. Entre 2014 et 2020, à l'époque, on me disait, et je disais dans mes interventions, que le gaz, par exemple, c'était génial, le gaz pouvait devenir vert, et donc il fallait absolument développer cette énergie. Et puis maintenant, on nous dit qu'on n'a rien compris du tout et que le gaz, c'est abominable, surtout s'il vient de Russie, et donc il faudrait passer au tout électrique. Mais là aussi, nos concitoyens et les maires se disent tout passer à l'électrique au moment où finalement il y a une volatilité des prix de cette énergie, c'est un peu contre-intuitif. Et donc finalement, j'aimerais peut-être vous relancer sur cette question des perspectives et donc comment arbitrer les nécessités d'investissement et dans quelle direction faut-il aller. Et pour terminer, Madame la Présidente, peut-être en réaction à ce que disait Monsieur le maire, effectivement saluer toutes les initiatives prises sur le territoire par les collectivités pour faire des économies, mais vous l'avez très bien expliqué, c'est quand même, et Monsieur le Président du syndicat de la restauration collective le disait aussi, c'est parfois un peu au détriment de la qualité du service public. Et donc la vraie question, c'est jusqu'où peut-on dégrader ce service public ? C'est la question que je laisse en suspens, Madame la Présidente, et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Donc Muriel Jourdain, notre collègue du Morbihan. Merci Madame la Présidente, merci à tous nos intervenants. Comme vous nous avez demandé d'être rapide, je vais être brutale. J'avoue que je suis profondément agacée par le terme permanent d'usage de sobriété. Enfin, je pense que personne ne sort de chez lui en laissant le robinet allumé, ni la lumière allumée. En tout cas, pas les gens qui payent leurs factures, et c'est la même chose dans les mairies. Et de tout temps, les maires ont fait des efforts. D'ailleurs, ce qu'explique aujourd'hui monsieur le maire de Saverne, c'est comment il complète les efforts qu'il a déjà faits pour pouvoir réduire au maximum les factures. Enfin, on est tous à peu près responsables, on fait tous à peu près ça, même s'il existe encore des marges de manœuvre qui parfois ne défendent pas de la mairie, parce que souvent on se bataille avec les associations qui montent le chauffage et qui refusent de l'éteindre en partant. Bon, je crois qu'on a tous la même expérience de maire ici. Donc ça, c'était une petite observation qui n'est d'ailleurs pas contre vous, car je ne crois pas que ce soit vous qui ayez lancé le débat sur la sobriété. J'avais plusieurs questions, mais je vais me limiter à une au regard du temps. A-t-on à un moment calculé le retour d'investissement sur les économies d'énergie
qui peuvent être liés aux travaux dans les bâtiments qu'on peut faire. Ma collègue Céline Brulin disait qu'on évalue des travaux par dizaines de milliards. On fait des travaux d'investissement. Est-ce que véritablement on aura une compensation en termes d'économie de fonctionnement d'énergie? C'est une chose dont on a beaucoup discuté avec Monsieur Béchu. Et je posais une question qui ne lui a pas plu, mais j'aimerais bien avoir une réponse un jour. Est-ce que véritablement on ne nous pousse pas à faire des travaux qui n'auront pas un retour sur investissement? C'est la dernière question, mais elle est fondamentale, c'est la pertinence et le juste investissement. Je ne veux pas déborder parce que, voilà, donc je vous propose, messieurs qui avaient été privés de parole tout à l'heure, d'abuser, si je puis dire, dans ce temps contraint. Donc je vous laisse... Oui, quelques mots. Sur le prix de l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un fait qui est inévitable, c'est que c'est un marché, que ça reste un marché. Et que ça restera un marché mondial, ne serait-ce que parce que le gaz, il est importé en France, principalement de Norvège, mais de manière accessoire, beaucoup malheureusement de la Russie, avec les difficultés qu'on connaît. C'est ce qui explique d'ailleurs la violence du choc, et minoritairement de l'Algérie. Donc quoi qu'on le veuille, c'est un marché, et les ventes se feront au coût marginal, et ce qui fait que lorsque vous pouvez vendre au coût marginal et que vous êtes producteur, vous gagnez de l'argent, et que lorsque vous n'êtes pas, quand vous produisez pas vous-même la matière première, eh bien, vous vendez avec vos propres coûts de production. D'où l'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de bien acheter dans ce contexte. S'agissant des éléments structurels, vous avez tout à fait raison de dire que de toute manière, il y a un élément qui va être fondamental à long terme, c'est le passage, la substitution d'énergie électrique décarbonée aux énergies fossiles. Ça, c'est un élément qui est compliqué à évaluer parce qu'on sent bien qu'il y a une pression vers une énergie plus décarbonée, ce qui tire aussi, c'est un peu l'injonction contradictoire à la hausse, les coûts de l'énergie. Mais dans le même temps, il y a des ralentisseurs, notamment dans le domaine des véhicules, qui est l'élément assez stratégique, parce que nous vendons aussi des bus électriques, et l'élément structurant, ça va être aussi, qui va peut-être ralentir un peu les choses, c'est la rareté des métaux rares qui viennent dans la composition des batteries. Donc tout ceci nécessite des économies, des analyses économiques croisées qui sont assez compliquées à faire. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense qu'il faut quand même vivre avec l'idée que c'est un sujet que ni les uns ni les autres maîtriseront complètement, d'où l'intérêt de tout ce qui a été dit, je pense, par vous-même et de l'offre qu'on peut faire nous-mêmes pour contribuer à faire des économies intelligentes en matière d'énergie. On est sur quelque chose de structurel et de long terme, et en plus qui est intelligent en termes de décarbonation. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme pour trouver toutes les solutions qu'on peut dans ce domaine. Voilà, le dernier élément que je voudrais dire, c'est que je ne voudrais pas qu'on comprenne de mon propos que je suis opposé aux fournisseurs alternatifs. Les fournisseurs alternatifs ont permis une ouverture à la concurrence et l'émergence d'acteurs intéressants qui ont permis d'élargir le marché. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a vu deux cas de figure. Enfin, il y a quand même un sujet lorsque ces fournisseurs ont pris d'énormes contrats par rapport à leur propre capacité financière. Voilà, là on a un sujet. Et notamment, il y en a un qui a disparu de la circulation, qui a pris des contrats colossaux et il les a emportés en prenant des risques spéculatifs sur les prix. Et le résultat, c'est qu'il a été complètement cisaillé par l'augmentation qu'il n'avait pas prévue considérable des cours. Il est sorti du décor. Bon, le deuxième cas qu'on a vu qui s'est mal passé, c'est un autre fournisseur dans le domaine du gaz qui, lui, s'était correctement couvert, mais compte tenu de l'incertitude des prévisions et des variations de consommation liées à la température, etc., s'est trouvé obligé d'acheter sur le marché spot à des prix extrêmement élevés, et ça a suffi, compte tenu de l'ampleur inédite des variations, on le met dans le rouge. Mais bon, il s'en est sorti. Mais tout ceci a conduit d'ailleurs à une recomposition du paysage, et aujourd'hui, il y a pas mal de ménage qui a été fait. C'est ce qu'on peut dire dans ce secteur, et donc le système, c'est un peu brutalement, mais c'est quand même un peu régulé. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce sujet des fournisseurs alternatifs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre sobriété, ma chère de parole.
Je vois qu'il est 57, je vous promets, non 58, j'ai perdu 2 secondes. Non, c'est juste pour répondre notamment à l'interrogation de la sénatrice Brulin sur est-ce que c'est structurel ou conjoncturel. Je reviens sur mon compte de résultat, je suis un peu obsédé par ça, mais forcément les salaires, entre les dire, et heureusement, il n'y aura jamais de retour en arrière. Nos collaborateurs ont tous pris 12% d'augmentation de salaire, il n'y aura pas, c'est pas comme l'huile d'olive, et heureusement. Enfin, je pense à madame la sénatrice Assonne, pardon pour l'huile d'olive, mais voilà, j'aurais pu prendre une autre huile, mais c'est parce que vous êtes en face de moi que l'idée m'est venue. Mais voilà, en tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière, et c'est bien normal, et il ne faudrait pas que les salaires des gens qui ont fait le choix de la restauration collective soient la variable d'ajustement budgétaire d'une transition environnementale, agricole et alimentaire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je ne suis pas non plus madame Yerma, mais si on regarde de manière très macro, on va être de plus en plus nombreux, encore pendant un certain nombre d'années, présents sur cette terre. Deuxièmement, les conditions climatiques font qu'on voit qu'on commence à avoir des baisses de rendement. Et troisièmement, on est tous d'accord, je crois, pour dire on doit en France soutenir l'agriculture française et on ne peut pas, pour faire ça, aller taper dans le portefeuille des agriculteurs dont vous connaissez aussi bien que moi le nombre d'agriculteurs qui ne trouvent pas de successeurs, le nombre de... Vous connaissez tous les chiffres, y compris les plus dramatiques. Donc, je pense que structurellement, on devra s'habituer, et pour moi, vous allez dire c'est un plaidoyer pro-domo, mais j'en suis très heureux, à payer plus cher son alimentation. Merci beaucoup, c'est le juste prix. Dernier mot pour conclure. D'abord, vraiment vous remercier pour l'intérêt de vos contributions. Ce sujet de la restauration collective qu'on explore encore peu, mais qui est majeur. Et je crois ce que vous avez dit, alors Monsieur le Président de l'UGAP, est en lien avec la question de ma collègue, les collectivités ont besoin d'être accompagnées pour réussir cette transition et prendre les bonnes décisions et la pertinence des investissements. Parce qu'on connaît des investissements disproportionnés qui, au final, sont un peu décevants, ont coûté fort cher et n'apportent pas d'économie. Ensuite, moi, ce que j'apprécie, c'est que on subit des dépenses, donc on dit comment dépenser moins, vous avez raison, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, c'est comme les déchets. Toutefois, je pense que l'on voit l'intérêt de l'intelligence et de l'innovation qui se développe à la fois dans les énergies, mais aussi dans les modes d'organisation. Donc moi, je trouve que c'est un côté positif qui nous conduit à ne jamais désespérer de la nature humaine, notre capacité non seulement résilient, mais surtout à innover et à progresser. Et je pense que la leçon que nous retenons aussi, c'est celle de l'enjeu d'un mix énergétique et d'une capacité de notre pays à pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie dans notre approvisionnement. Je vous remercie et vraiment, nous serions très heureux si vous avez des contributions complémentaires à nous adresser avec plaisir. Et veuillez nous pardonner de vous avoir malmené